Dimanche 14 juillet, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Après 4 mois de formation commune de base, 1407 élèves sous-officiers viennent d'être présentés au drapeau à Torogwe, non loin de Daloa. En attendant la suite de leur formation théorique, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale les invite à servir la nation avec rigueur et discipline. Le CIMOFI, le tout premier salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation, va se tenir au Canada les 11, 12 et 13 novembre prochains avec l'appui du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui soutient donc cette initiative de la Chambre des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire. L'inspiration sera faite du modèle canadien tout en utilisant des nouvelles technologies. Et puis Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat. Les images de la fusillade font la une depuis hier soir aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Des images qui marqueront l'histoire et sans aucun doute la campagne présidentielle. Un événement qui renforce encore plus la popularité de l'ancien président auprès de sa base. Repos biologique ou fermeture saisonnière de la pêche sur le territoire national, une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques qui a pour objectif de protéger les stocks de reproducteurs et de juvéniles des espèces des poissons, en plus d'aider donc à régénérer et augmenter la production naturellement. Le résultat souhaité à l'orée 2025 est l'atteinte de 50% de couverture nationale en ressources halieutiques variées et diversifiée. Où en sommes-nous avec cet objectif et comment se déroule l'opération de 2024 qui a commencé depuis le 1er juillet dernier? C'est le colonel Alain Kodjo qui va répondre à ces interrogations et à plusieurs autres d'ailleurs, plusieurs autres que nous lui poserons bien entendu dans le cadre du magazine du dimanche. Le colonel est conseiller technique chargé des pêches au ministère des Ressources animales et halieutiques. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur David. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. D'accord. Dans le cadre du magazine du dimanche, dans une demi-heure, on va se retrouver. Merci. À tout à l'heure. Allons-y tout de suite à Torogwe, non loin de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L'école de gendarmerie là-bas vient d'abriter une cérémonie de présentation au drapeau de plus de 1400 élèves sous-officiers qui ont achevé leur formation commune de base. Le commandant supérieur de la gendarmerie leur recommande d'être rigoureux et surtout discipliné. Walter Amado Ouattara. Située à 7 km de Daloa, sur l'As Daloa-Vavois, l'école de gendarmerie de Torogwe abrite cette cérémonie de présentation au drapeau de 1407 élèves sous-officiers, dont 94 filles. Tous à bord fièrement la tenue de gendarme, symbole de l'unité d'esprit professionnel et de corps. La présente étape est la fin de 4 mois de formation commune de base des nouvelles recrues. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, met à profit ce laps de temps pour prodiguer des conseils aux futurs gendarmes. Il n'y a pas de pardon en gendarmerie. Ou tu es correct et on t'aide à évoluer, ou tu es incorrect et on t'aide à sortir de l'institution. La porte est là juste derrière vous. Vous pouvez la prendre à tout moment et vous pouvez comprendre que nous n'en serions que heureux de voir que vous avez pris l'initiative de vous éloigner de ce corps d'élite qui n'entend que servir et bien servir la population et la République. Si vous marchez correctement, alors la gendarmerie est votre maison. Vous êtes les bienvenus et vous y ferez forcément bonne carrière. Les parents, venus massivement soutenir leurs enfants, ont également une part de responsabilité dans la réussite de cette formation. Le patron de la maréchaussée ivoirienne les invite à soutenir leur progéniture afin qu'ils deviennent des gendarmes exemplaires. Vous devez continuer votre travail, de donner des conseils à vos enfants. Ils sont bien partis pour être de bons serviteurs de l'État. Parce que si vous lui demandez, dès sa sortie d'école, ou même pendant qu'il est à l'école, de vous donner de l'argent, de construire une maison pour vous, de réaliser telle chose pour vous, si vous mettez cette pression sur votre enfant, vous ne lui donnez pas le temps de s'organiser. En attendant la prestation des serments dans une vingtaine de mois, le premier défilé pédestre officiel de ce futur gendarme laisse entrevoir l'harmonie et la rigueur déjà bien assimilées.
Avis à tous les acteurs africains de l'immobilier, il faudra désormais compter avec le CIMOFI, le tout premier salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation qui aura lieu dans quelques mois au Canada. Cela avec possibilité de s'inspirer du modèle canadien tout en utilisant de nouvelles technologies innovantes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soutient cette initiative de la Chambre des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire. La question du logement, une préoccupation pour les promoteurs de l'Afrique de l'Ouest. Dans la sous-région ouest-africaine, le déficit est estimé à environ 800 000 logements. Pour les acteurs du secteur, la question du financement et les méthodes d'innovation s'imposent désormais pour répondre à la demande des populations, ce qui justifie la tenue prochaine du premier salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation au Canada, prévu les 11, 12 et 13 novembre 2024. Nous allons au Canada pour rencontrer nos partenaires pour que nous venions investir en Côte d'Ivoire pour produire des logements en grande quantité à moins de coûts. Il faut des financements adaptés et c'est ce que nous allons rechercher pour le bonheur des Ivoiriens. Pour le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés, Siriki Sangaré, cette plateforme favorisera la collaboration, l'innovation et la recherche de solutions pour pallier la crise du logement. Nous allons, avec l'appui du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, vers nos frères de la diaspora pour leur dire que mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Le directeur du logement au ministère de la Construction, Kuala Célestin, représentant le ministre Bruno Koné, exprime l'intérêt du gouvernement pour ce salon. Il s'agit pour l'État d'accompagner nos compatriotes pour que leurs économies puissent leur permettre effectivement d'acquérir un logement en Côte d'Ivoire, mais aussi un logement social. Près de 200 exposants et plus de 1000 visiteurs sont attendus à ce salon, qui sera animé par des rencontres avec la diaspora ivoirienne du Canada. C'était un reportage de Fred Oulaye et Jean-Marc Djedji. Pour le nouveau cycle électoral qui arrive, la Commission électorale indépendante milite pour des élections totalement apaisées. Dans le cadre d'une tournée nationale entamée il y a déjà quelque temps, les membres de l'institution étaient récemment dans la région de l'Abagoué pour une séance de sensibilisation des populations. Siekwasi y a assisté pour RTI. Les thématiques traitées au cours de cette séance de travail portent sur le processus électoral, du statut d'électeur au scrutin. La CEI veut voir l'adhésion, le rassemblement de tous les citoyens ivoiriens autour de ces élections. Il faut que chaque citoyen se sente concerné par la matière électorale. À commencer par la révision des listes électorales qui va commencer bientôt, en fin septembre. Et donc nous demandons à tous les citoyens de venir se soumettre à cette révision. Toute élection suscite beaucoup de passion, beaucoup de questions posées et satisfaites. Ils ont dit que les gens ils vont au champ, ils ne votent pas. On va essayer de leur dire prochainement, il n'y a qu'à rester au village pour voter. Ce que le superviseur nous a dit, vraiment on va essayer de dire ça à la population. Parce que si on vient te former, tu dois rendre compte. Je résidais à Daloa, je suis maintenant à Boundiali. C'est un devoir pour moi de remettre la liste à jour en me faisant déclarer sur un lieu qui est plus proche de mon lieu d'habitation pour pouvoir prendre part aux élections prochaines en 2025. Nous avons été édifiés sur le processus de contentieux électoral, sur la nécessité d'une élection sans violence. Donc nous devrons vraiment être l'exemple pour la société. Après la Bagoué, la mission dans le district autonome des Savanes s'est achevée à Korogo, dans la région du Poro. Le travail de Siekwasi a été commenté par Jean-Marc Djedji. De retour à Abidjan, évoquant maintenant ce séminaire de haut niveau qui a réuni l'ensemble des ministères techniques autour de la diplomatie ivoirienne afin de réfléchir à la représentativité des Ivoiriens dans les organisations internationales ou même régionales. Le témoignage de nos reporters Anaël de Crisa et Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire à la conquête des organisations internationales. L'objectif affiché est de doter le pays d'une politique claire et ambitieuse pour intégrer les talents dans les organisations internationales. Une soixantaine de participants issus du ministère des Affaires étrangères et de différents ministères techniques sont réunis à ce séminaire pour réfléchir à la question.
La Côte d'Ivoire est sous-représentée. Pour atteindre son objectif d'accroître le nombre de ses nationaux dans les organisations internationales, doit se référer aux bonnes pratiques existantes en la matière, tant au niveau national qu'au niveau international. Elle se doit en outre d'asseoir des instances de veille stratégique, d'anticipation et de promotion afin de renforcer le repositionnement de la Côte d'Ivoire au sein de la haute fonction publique internationale. Ce séminaire de 2 jours s'est achevé sur des recommandations fortes. Renforcer la représentation des Ivoiriens dans les organisations internationales, mettre en place un fonds d'accompagnement pour les stages et les bourses, mettre en place un système de réseautage pour faciliter l'information et la promotion des Ivoiriens, négocier des accords auprès des organisations internationales et conquérir les postes stratégiques. Les conclusions des travaux représentent un pas important pour la politique étrangère ivoirienne. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, responsable de la mise en œuvre de la politique extérieure de notre pays, jouera pleinement son rôle, sa partition dans la centralisation des candidatures de tous nos compatriotes désireux de faire valoir leur talent à l'international. En intégrant davantage ses cadres dans les organisations internationales, la Côte d'Ivoire aspire à renforcer son influence et à contribuer de manière significative aux affaires mondiales. C'est une bouffée d'air frais pour les établissements de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. L'AFD, l'Agence française de développement à travers le C2D, vient d'équiper ces établissements-là dans le but d'améliorer les performances des apprenants. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Un minibus, 3 véhicules à moteur thermique et 1 à moteur hybride, un lot d'ordinateurs et d'accessoires, remis au ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. C'est le don de l'Agence française de développement AFD à travers le contrat de désendettement et de développement C2D aux établissements du secteur. Ambition, renforcer les compétences pédagogiques du personnel enseignant et améliorer la formation des élèves et étudiants. Le contrat de désendettement et le développement a permis de financer la réforme de l'enseignement technique. Une réforme qui permettait de mieux rapprocher les curricula, les enseignements des besoins des professionnels. Ce qui a pu être fait grâce à l'impulsion qu'a pu donner le ministre Kofi Nguessan à ce secteur, ce qui a pu être fait et qui amène aujourd'hui à décomplexer ce secteur. Le ministre de tutelle, Kofi Nguessan, a exprimé sa gratitude aux donateurs et s'engage à pérenniser la politique de l'État au service des apprenants. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que, ces lycées utilisent ces équipements de façon correcte, faire en sorte que les enseignants eux-mêmes renouvellent leurs connaissances et attirer de nombreux jeunes, parce que ces jeunes, vous savez, ils sont talentueux, ils seront passionnés de pouvoir découvrir ces nouveaux moteurs. Hormis ce don de l'Agence française de développement, un van, un pick-up, 2 minibus et 5 véhicules de service ont été offerts par l'État de Côte d'Ivoire aux établissements de l'enseignement technique et professionnel. Avec l'appui de l'Union européenne, la Côte d'Ivoire vient de donner le top départ du projet Transition basse carbone, un projet qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter le pays au changement climatique. Il permettra à terme de rehausser la performance climatique de la Côte d'Ivoire et l'accompagner dans le suivi de ses engagements selon une approche participative et inclusive. Constant Kokora et Jean-Marc Djadji étaient à la cérémonie de lancement pour RTI. En vue de faire face aux effets liés au changement climatique, l'Union européenne a décidé d'appuyer le gouvernement pour rehausser sa performance climatique à travers le projet Transition bas carbone. C'est un outil de financement des actions sectorielles, c'est-à-dire dans les différents départements ministériels du gouvernement ivoirien. Et cet outil vient répondre directement et concrètement à la mise en œuvre de projets pour permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire de respecter ses engagements
au niveau de l'accord de Paris. Selon la représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, le projet contribuera à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sur le climat et va permettre de renforcer les capacités des acteurs en réponse aux enjeux liés à la crise climatique. La Côte d'Ivoire a des ambitions fortes et donc nous voulons l'accompagner parce que le changement climatique, ça nous concerne tous et la Côte d'Ivoire est très touchée, pour que ce soit en termes d'inondation, d'érosion du sol, érosion côtière. Donc c'est important que tous les ministères et toutes les parties du gouvernement soient impliqués et s'approprient de cette problématique. Le projet Transition bas carbone qui bénéficie donc de l'accompagnement de l'Union européenne nous permet de réaliser des activités qui vont nous permettre également de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Soutenu à hauteur de plus de 6 millions de francs CFA par l'Union européenne et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, lors de la cérémonie de lancement, un accompagnement sectoriel a été remis au ministère concerné par le projet. Allons-y à présent à Ngata-Nguessan-Blekro. C'est un village de la sous-préfecture de Lomokankro, département de Tiébissou. L'actualité là-bas, c'est l'installation d'un nouveau chef. L'attente a été bien longue pour les populations. Pendant quelques années, les habitants de Ngata-Nguessan-Blekro étaient en attente d'un chef. Il est enfin là et bien installé. Franck Quadio est allé voir pour nous. Un nouveau chef pour Ngata-Nguessan-Blekro, sous-préfecture de Lomokankro, centre ivoirien. Nana Aleyao préside désormais aux destinées du village après le décès en 2020 de l'ancien chef. Pour l'investiture, 2 chefs de tribu et le volet administratif sous de bons auspices. Nguessan Adjoa Josiane, sous-préfet représentant le préfet du département de Tiébissou, exhorte le nouveau chef à être le véritable garant de la cohésion. Vous n'avez pas de parti pris. Vous réglez les conflits comme il se doit. Vous êtes le socle de la cohésion dans ce village-là. Quand ça ne va pas, il faut user de tous les moyens pour que Ngata-Nguessan-Blekro ne se retrouve pas devant l'administration. Et là, je sais que vous pourriez le faire et accomplir cette mission-là. Bon vent dans vos nouvelles fonctions et que le Seigneur soit votre guide. Du côté de la mutuelle, on prône l'engagement autour du chef et la part belle à la transmission des us et coutumes. La mutuelle se rapproche de lui pour qu'on puisse tous aller dans le sens du développement de notre village. On va essayer de réveiller un peu toutes nos cultures traditionnelles, c'est important. Nos jeunes aujourd'hui, pratiquement, ont tout perdu de la culture baoulée. Ils ont tout perdu. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne savent plus faire. Donc on voudrait quand même, à travers l'installation du chef, essayer de revenir un peu dans tout ce qui est bien dans la culture baoulée. Ngata-Nguessan-Blekro fait partie de la tribu. Le village est constitué de 6 grandes familles. Y a-t-il égalité entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire? La réponse à cette question devra encore attendre quelque peu parce que des données fiables, la Côte d'Ivoire n'en dispose pas encore. D'où cette rencontre initiée par l'ONEG, l'Office national de l'équité et du genre, avec les acteurs clés sur la mise en marche du mécanisme de renseignement des indicateurs du répertoire genre. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la primature au plateau en présence de notre reporter Dangui Dangui. L'approche genre sur fond d'égalité entre hommes et femmes est le meilleur moyen pour parvenir à un développement inclusif et durable de la vie de nombreux experts. Une conviction que partage la Côte d'Ivoire qui a d'ailleurs pris bien des engagements internationaux dans ce sens. Mais encore faut-il avoir des données fiables sur la question pour évaluer les efforts accomplis et les défis à relever. Pourquoi est-ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire puisse justifier les résultats auxquels elle arrive? Parce que ça permet à nos partenaires financiers de voir quels sont les gaps à combler, comment aider la Côte d'Ivoire pour qu'elle ait des résultats plus probants, tout simplement. Pour la suite du processus, je voudrais vous encourager, Madame la secrétaire exécutive de l'ONEG, vous encourager à poursuivre vos efforts d'harmonisation et de collecte des données qui sont des éléments déterminants pour notre pays dans le respect de ses engagements internationaux. À l'attention des responsables de la statistique des ministères, je voudrais également vous encourager à poursuivre vos efforts d'actualisation des données et partager avec vous l'idée de la mise en place très prochainement d'une plateforme
pour vous permettre cette actualisation constante. L'Office national de l'équité et du genre a pour principale mission d'assurer la veille, l'alerte et l'anticipation en matière d'équité entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. L'AOC, c'est Action des ouvrières de Christ. C'est un département de femmes de l'Église Assemblée de Dieu qui œuvre notamment dans le social, l'éducation. Et justement, l'AOC vient d'organiser une journée spéciale pour honorer ses membres qui se sont engagés résolument à soutenir les veuves et les personnes démunies. C'était le week-end dernier à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Yangon. Et nos témoins sont Olivier Kra, Sephora Zegui et Issa Dambélé. Embrasés par le feu du réveil pentecôtiste, Action des ouvrières de Christ, vivons la maturité spirituelle. Voici le thème retenu pour ce grand rassemblement de femmes. Cette journée, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Yangon Sud à gauche l'a dédiée aux femmes. Nous voulons bénir tous ceux qui ont contribué, les pasteurs, les chrétiens et bien des personnes qui ont pu participer. Nous demandons que la grâce de Dieu les bénisse richement. Nous demandons à ce que nos autorités qu'on a fait l'appel, évidemment à nous aider à apporter quelque chose pour que nous puissions vraiment aider nos veuves et les démunis. Cette action du département des femmes séduit le pasteur Étienne Esmail traduire l'engagement de la communauté. Notre présence témoigne notre soutien à nos mamans veuves qui, fragiles, ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre approche pour qu'elles se sentent fortes, victorieuses et qu'elles avancent dans la foi, dans le du Seigneur. À l'issue de cette journée dédiée aux actions sociales, l'AOC entend ouvrir une boutique qu'elle mettra à la disposition des femmes du mouvement pour le démarrage d'une activité génératrice de revenus. Des dons ont été offerts aux femmes veuves et vulnérables de la communauté. La générosité, c'est toujours le sacrifice de soi. Il en est même l'essence et l'homme généreux invente même les raisons de donner. La Fondation Zakat cultive, elle, la générosité. Elle vient de redonner le sourire à des dizaines de personnes démunies en leur partageant la somme de 5 millions de francs CFA. Les précisions de Malika Koulibaly et Issa Dambélé. 40 personnes en difficulté reçoivent individuellement la somme de 125 000 francs CFA. Ce geste est la matérialisation du soutien de la Fondation Zakat aux personnes en difficulté. La Fondation Zakat, créée depuis 14 ans pour véritablement venir en aide à la communauté, surtout celle qui est vulnérable, la communauté musulmane. Et il faut dire par là que dans cette communauté, il y en a qui ont besoin d'aide et d'assistance. Et c'est ce que nous faisons. Qui contribuent à la fortune de la Fondation Zakat, c'est ceux qui possèdent le minimum imposable, 416 500 par an. Alors, si vous possédez 416 500, vous êtes obligé de vous acquitter de la part d'Allah. Un total de 5 millions de francs CFA offerts par la Fondation Zakat. Cet acte de générosité ne laisse aucunement les bénéficiaires indifférents. C'est pour mon commerce, donc je suis contente. Je veux dire merci à tous ceux qui ont pensé à nous et Dieu merci à celui qui a organisé cela et tous ceux qui ont participé. Nous prions Dieu de bénir toute la fondation avec tous ceux qui ont participé, que là où ils ont enlevé, que Dieu les rend au sanctuaire. On compte faire le commerce avec ça. On remercie encore les donateurs. Cette somme-là, on va essayer de faire quelque chose avec pour donner un peu de choses à la famille. Cette année, la Fondation Zakat a collecté 40 millions de francs CFA. Les 35 millions restants seront utilisés pour soutenir d'autres couches vulnérables, à savoir les veuves et les orphelins. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans un peu plus d'une année, une période que les religieux veulent paisible, sans heurts, sans violence. Ensemble donc, issus de toutes les confessions religieuses, ils ont adressé récemment à Abobo des prières à Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didier Nguessan. Musulmans, chrétiens, bouddhistes et autres confessions religieuses adressent des prières pour une élection présidentielle apaisée en 2025.
Initiée par la cellule interprofessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire, cette rencontre religieuse dans la commune d'Abobo donne le ton d'une caravane de prière et de sensibilisation à la paix qui sillonnera plusieurs régions du pays. Nous voulons donc parler de paix en toute occasion, en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, demeure dans la stabilité aujourd'hui, pendant et après les élections de 2025. Je pense que toutes ces religions prêchent la paix. Donc si les religions ont joué leur rôle, je pense que les gens vont se passer dans un climat vraiment de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Et si vous voyez des grands religieux qui se réunissent pour prier, uniquement pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, prier pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Des personnes qui ont ces idées, je pense que c'est très intéressant. À travers des messages de paix, des paroles fortes tirées des Saintes Écritures, ces guides religieux appellent à la cohésion sociale, au rapprochement des peuples loin des clivages ethniques, politiques et religieux. La communauté catholique de la paroisse Sainte-Bernadette des Cités de Bingerville a donné une messe d'action de grâce pour la construction de l'église. Il s'agissait pour les Agnis, Nzima et Abouré de mettre en valeur leur culture au service de la religion. Une levée de fonds a permis de recueillir quelques 6 millions de francs CFA. Didier Nguessan, témoignage. Plus de 6 millions de francs CFA, c'est la cotisation exceptionnelle que les membres de la paroisse Sainte-Bernadette de Bingerville, notamment la communauté regroupant les peuples Agnis, Nzima et Abouré, ont mobilisé pour la construction de leur paroisse. Pour l'occasion, les tenues traditionnelles sont mises en valeur, de même que la culture et l'histoire de ces ressortissants des régions de l'Indéni-Djoua-Blanc, du Moronou et du Sud Comoré. L'église en construction. Effectivement, il faut que nous arrivions à bâtir la demeure de Dieu. C'est pour nous-mêmes, puisque si nous avons acheté des maisons ici, c'est notre cité, c'est notre second village. Donc il est hors de question que notre église reste telle. C'est pourquoi nous avons organisé cette fête de charité en vue de mobiliser des fonds pour lever l'église Temple de Dieu. Par ces dons et cette mobilisation, ces chrétiens catholiques entendent bâtir l'œuvre du Seigneur avec leurs biens. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'amener tous les chrétiens de cette paroisse à bâtir l'église, l'église famille de Dieu. Et j'invite chacun d'entre nous à s'y mettre, à s'inscrire dans cette initiative du curé. Disposition particulière, l'homélie est dite en Agnis. De même, les chants et danses du terroir sont mis en l'honneur. De quoi établir un trait d'union entre culture et religion. Nous existons, ça fait maintenant 5 ans et on a eu à connaître des fêtes de charité. Et cette année, on s'est dit pourquoi ne pas passer par nos cultures. Nous avons remarqué également que nos enfants, nos us et coutumes tendent à se perdre. Et pourtant, c'est ce qu'il y a d'original. Donc cette fête de charité, nous l'avons voulu ainsi pour que chaque groupe, chaque peuple vienne pour rendre grâce à Dieu à sa manière, comme dans la tradition. La zone géographique des peuples Agnis, Nzima et Abouré comprend 2 diocèses et 117 paroisses où ils nourrissent leur foi catholique. En France, en ce jour de fête nationale, la flamme olympique continue son périple et arrive dans la capitale à 12 jours du début des Jeux. Plus de 2 mois après son débarquement en France et après 55 étapes, la torche va sillonner les rues de la ville lumière une première fois pendant 2 jours et passer par les plus grands monuments pour susciter un engouement autour des JO, encore loin d'être à son plus haut niveau. Son périple entamé à Marseille le 8 mai devait commencer à insuffler l'esprit des Jeux olympiques. À partir de mercredi, la torche ressortira de Paris pour montrer à Picardie et dans toute l'île de France avant de revenir le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Donald Trump qui se couvre l'oreille au premier coup de feu. Donald Trump couché au sol, protégé par les membres des services secrets, un filet de sang qui coule sur son visage. Donald Trump debout, ses gardes du corps autour de lui, l'oreille droite en sang. Donald Trump
Trump escorté hors de scène, point levé, adressé à ses partisans. C'est une tentative d'assassinat. Les images de cette fusillade font la une depuis hier soir aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Des images qui marqueront l'histoire et sans aucun doute la campagne présidentielle américaine, alors que doit se tenir la convention républicaine cette semaine. Un événement dramatique, mais qui renforce encore plus la popularité de Trump auprès de sa base. Depuis début juillet, le ministère des Ressources animales et halieutiques a suspendu pour quelque temps la pêche artisanale et industrielle. C'est un repos biologique qui permettra la reconstitution des stocks de poissons. Comment se déroule-t-il? Est-il suivi comme il faut par les acteurs de la pêche? Sam Conan est allé vérifier les choses au port de San Pedro. Reportage. San Pedro, port de pêche, il est 15 heures. Une heure à laquelle rentraient habituellement les bateaux de pêche artisanales, avec à leur bord des caisses de poissons. Et l'espace grouillait de monde. Depuis le 1er juillet, ces bateaux de pêche sont cloués à quai. Plus d'activité de pêche. Le repos biologique d'un mois décidé par le gouvernement oblige. Depuis que cette mesure a été prise par le gouvernement, nous avons, sur instruction du directeur général, M. Hilaire Marcel Lamizala, sensibilisé tous les acteurs du port de pêche à l'effet de respecter cette décision. Depuis le 1er, on ne pêche plus, puisque c'est la loi qui est venue. C'est période de repos biologique. À quoi ça beaucoup même de pirogues on a tiré à Dibé et puis ici, ils tous sont galés. On n'a pas que, on va dire, on n'a pas respecté. Il faut qu'on respecte ça. Les acteurs de la filière pêche saluent cette mesure. L'année dernière, ça nous a supprimé, mais cette année-là, on est prête. L'État nous considère comme les fonctionnaires. Parce que toutes les activités que tu fais là, il faut que tu prennes au moins 1 mois ou bien 2 semaines pour te reposer. Donc ça ne nous fait pas mal. Pêcheurs, marailleurs et revendeurs reviennent sur la proposition faite l'année dernière, à savoir le choix d'un autre mois que juillet pour le repos biologique. Pour nous, c'est une bonne chose, mais seulement que la date des arrêts là, doivent décaler un peu. Parce que le mois où on nous fait arrêter, là, c'est un mois qui ne nous arrange pas. Là, c'est le mois où le poisson sort plus. L'interdiction de la pêche n'empêche pas l'approvisionnement du marché en poissons. Une bonne quantité de poissons a été stockée dans les chambres froides, rassurent les opérateurs du secteur. La pêche artisanale, quant à elle, reprend le 1er août 2024. C'est un reportage donc de Sam Conan, vous l'avez compris, hein, nous sommes dans le magazine du dimanche et on va suivre cet autre reportage qui est signé Victorine Yaoyoboué. Elle nous fait le point de la première période de repos biologique. Selage d'embarcation et empoisonnement de la lagune Abi à Adiaké, des gestes symboliques qui marquent le début de la fermeture saisonnière des pêches en mer sur les lagunes Abi et Grand Laou, ainsi que sur les lacs Kossou et Buyo. 2 mois de repos biologique depuis ce 1er juillet jusqu'au 31 août 2024, jugés nécessaires par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Quant au ravitaillement du marché, les dispositions idoines sont prises. Les pêcheurs à la ligne et de crustacés, se considérant comme de petits pêcheurs, auraient voulu être épargnés par cette mesure. Préoccupation pertinente, admet le ministère, mais qui pourrait être résolue par l'aquaculture. La preuve, depuis 2 années, ACA a fait de l'élevage de poissons son activité. Le pisciculteur est optimiste pour la suite. Un exemple qui mérite d'être implémenté pour garantir la sécurité alimentaire nationale. Le résident pays de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, réaffirme le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire en vue de l'atteinte de cet objectif. Merci Victorine Yaoyoboué. Alors le colonel Alain Kodjo nous a rejoint. Bienvenue mon colonel. Vous êtes conseiller donc au ministère des Ressources animales et halieutiques. On l'a vu dans ce reportage, on parle de repos biologique. Oui, qu'est-ce que c'est exactement mon colonel? Monsieur Diaby, je voudrais saisir cette opportunité au nom de monsieur le ministre Sidi Temoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, pour dire merci à la direction de la radio-télévision ivoirienne qui nous permet encore une fois de plus d'expliquer à la population
les raisons de ce repos biologique, l'importance de ce repos biologique. Cela étant, pour le commun des mortels, le repos biologique, c'est une suspension des activités de pêche pour une durée déterminée, et ceci pour protéger les reproducteurs. Pendant cette période de reproduction, les femelles se reproduisent et les juvéniles également qui vont bénéficier de cette période pour grandir. Donc, en quelque sorte, la période de repos biologique a été choisie parce que c'est la période de ponte maximale des poissons. D'accord. Dans le reportage que nous a proposé Sam Conan, il y en a un des revendeurs qui lui disait que c'est effectivement, lui aussi à son niveau, c'est la période où le poisson, ça marche beaucoup pour lui. Oui. Quand vous prenez le groupe des pélagiques, pendant la période de reproduction, les bandes de poissons sont impressionnantes. Et c'est ce qui les arrange, et les pêcheurs. C'est au cours de ce regroupement-là que la reproduction a lieu. Donc, il est bon de les protéger quand ces bancs sont impressionnants. Alors, cette mesure, elle concerne tout le pays, hein, mais pas dans le même temps, peut-être? Oui, je confirme. La mesure concerne tout le pays, mais nous la mettons en œuvre de façon progressive. L'année dernière, c'était la mer. Cette année, nous avons ajouté la lagune Abi et la lagune Grand Lao. Et nous allons également, à partir de septembre, prendre en compte les lacs de Kossou et de Bio. Ça m'amène, mon colonel, à vous demander l'état des lieux de notre pêche. Oui, Monsieur Diaby, l'état des lieux de notre pêche est le suivant. D'abord, nous avons une multitude de plans d'eau, la mer, les lagunes, les lacs, les fleuves, etc., etc. Et grosso modo, ça couvre une superficie de 206 000 km². Et nous avons 40 000 pêcheurs et nous avons également des marailleurs qui sont autour de 70 000. Et au niveau de la production fluctue entre 70 000 et 100 000 tonnes annuellement. Mais cette production a une tendance baissière depuis quelques années. Pour preuve, de 2016 à 2020, nous sommes passés de 104 000 tonnes à 68 000 tonnes. Ça fait une baisse de près de 34% globalement. Et encore, cet état de lieu, si nous voulons aller plus loin, c'est que ces débarquements de poissons issus de nos eaux ne couvrent que 18% de nos besoins. C'était déjà pas suffisant et quand ça baisse encore, ça devient dramatique. Oui, ça devient dramatique, ça expose les communautés à des situations de vulnérabilité. C'est pourquoi nous agissons. D'accord. D'où cette période donc, de repos biologique. Donc, est-ce que le repos biologique que vous imposez là aux pêcheurs, est-ce que ça intervient seulement quand le stock va mal? Est-ce que c'est parce que vous avez fait ce constat-là que vous l'avez fait? Si tout de suite ça commence à remonter, ça s'arrête ou alors de façon pérenne, ça va être quelque chose d'assez régulier maintenant? En matière de gestion de pêche, nous avons deux options. Nous pouvons réagir ou prévenir. Donc les deux peuvent aller à la fois. Donc, dans une période normative, il faut intégrer le repos biologique dans le processus de gestion pour que tout le monde s'y habitue. Et donc, notre pays, malheureusement, depuis l'indépendance, n'avait pas initié disons, une mesure aussi importante comme le repos biologique. C'est pourquoi les ressources ont commencé à diminuer, en plus des impacts des pollutions. C'est ce qui nous amène à prendre ces mesures. Ça va durer combien de temps? J'entends 1 mois pour certains endroits, 2 mois pour d'autres. Pour la zone maritime, c'est 1 mois pour la pêche artisanale, du 1er juillet au 31 juillet. Surtout, toujours dans la zone maritime, pour la pêche semi-industrielle et industrielle, c'est aussi du 1er juillet au 31 août. Mais dans ce segment-là, la pêche semi-industrielle est épargnée parce qu'elle ne pêche que le thon. Le thon n'est pas concerné. Pour ce qui concerne les lagunes, nous avons du 1er juillet au 31 août pour les 2 lagunes, mais avec une spécificité pour Adiaké,
où nous avons un engin qu'on appelle, qui est un filet à l'air à bord, qui va être suivi, disons, dans l'interdiction, va continuer jusqu'au 31 octobre. On appelle ça le filet à lit localement. Et quand nous allons prendre le cas des lacs de Kossou et de Bio, c'est du 1er septembre au 31 octobre. Parce que les périodes de reproduction ne sont pas pareilles. En milieu continental, c'est à la faveur de l'étalement des eaux que les poissons sortent pour aller se réfugier dans les herbiers et se reproduire. D'accord. Le tilapia, on n'en trouve plus beaucoup, hein, et en plus c'est cher. Et dites-nous, mon colonel, quel est le type de poisson le plus consommé en Côte d'Ivoire et quel est celui-là, ce poisson-là qui nous manque? Bon, Monsieur Dabi, il faut que nous profitions de cette tribune pour, disons, éclairer la lanterne des uns des autres. C'est vrai, le tilapia, on le trouve le plus cher, mais il faut que je vous réponde. C'est que le tilapia, nous sommes dépendants de l'extérieur. Nous importons autour de 45 000 tonnes annuellement. Et c'est la Chine qui est notre principal fournisseur. Il s'est trouvé qu'entre janvier et mars, nous avons une période de ralentissement des activités au niveau de la Chine à cause du nouvel an chinois. Et également, depuis le mois de mars, disons, le fret a augmenté. Le conteneur à vide de 40 pieds, c'est-à-dire 28 tonnes, qui se négociait autour de 3 500 $, est passé entre 10 000 et 11 000 $, soit une augmentation de près de 210%. Et cela a impacté les prix. Mais il faut préciser que cette augmentation-là dure depuis 2 mois et n'est pas le fait du repos biologique. Donc l'ensemble des poissons les couramment utilisés, nous avons les sardines, les chinchards, le tilapia également, et également le thon. Mais malgré nos disponibilités, ces poissons ne couvrent pas nos besoins, comme je l'ai dit tantôt, 18%. Mais la situation pour le tilapia, ça va s'arranger. Ça court déjà depuis 2 mois, c'est en train de s'arranger, puisque la fête de Nouvel An et tout en Chine, c'est passé, ça fait un moment. Oui, nous allons rentrer dans une période normative, je pense, au cours, disons, de la fin du mois de septembre. Est-ce que le trop grand nombre de nos pêcheurs n'est pas aussi un problème? Je confirme. Vous avez parlé de 40 000 pêcheurs, 70 000 marailleurs. Est-ce que... Je confirme que c'est un problème. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la surcapacité, c'est-à-dire un effectif pléthorique. Parce que vous convenez avec moi que quand il y a 100 tonnes de poissons à prendre et qu'il y a 50 navires, ce n'est pas rentable. Donc nous devons travailler. Le repos biologique, c'est une porte d'entrée, mais encore la maîtrise de l'effectif des pêcheurs, ça aussi c'est un challenge auquel le ministère va s'attaquer. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce que vous pensez à les former? S'ils ne sont pas instruits par exemple sur la réglementation ou sur les pratiques les bonnes pratiques, est-ce qu'ils sont formés? Oui, nous avons commencé à les former, mais nous allons amplifier encore cette formation à la faveur de la mise en place de l'interprofession de pêche, qui est une organisation qui fait du bon travail. Et nous allons passer par cette structure pour amplifier les formations sur les bonnes pratiques de pêche et sur également, disons, au niveau de leur organisation. Et surtout, comment ils pourraient vivre pendant la période de fermeture saisonnière? Oui, Qu'est-ce qui est prévu? Oui, pour la fermeture saisonnière, l'année dernière, nous n'avons pas prévu de mesures spécifiques, mais cette année, nous sommes en train de travailler sur un mécanisme de fonctionnement d'un fonds qui, au fur et à mesure, sera mis en place. Mais dans tous les cas, même si ce mécanisme existe, tout le monde ne sera pas pris en compte. Il faudrait que, pour le secteur post-capture... Parce que vous avez des critères, qui sont définis pour déterminer qui peut en bénéficier. Le fonds dont vous parlez, ce n'est pas un fonds revolving? Je confirme que c'est un fonds revolving. Et je confirme également que le groupe le plus impacté, c'est bien les pêcheurs. C'est bien les pêcheurs. Donc nous sommes en train de réfléchir sur les mécanismes. Et les plus petits d'entre eux, ceux qui ne sont pas les semis, pas les plus grands, eux là, c'est eux que vous allez peut-être prendre en compte dans... Oui, mais le fonds revolving, il faut dire que pour y accéder, il faut demander.
Pour les nantis ne vont pas en demander. Mais ceux qui ne sont pas nantis, ils vont en demander. Et quand l'activité va reprendre, les gens vont rembourser. Est-ce que c'est durable, justement? Oui. Pour rendre ce fonds durable, nous avons opté pour renforcer les activités alternatives à la pêche en les formant. Et nous pensons que c'est la seule voie royale pour nous permettre de réduire leur vulnérabilité. Il n'y a pas eu d'infraction lors de la première période de repos biologique? Non, il n'y a eu aucune infraction lors de la première session du repos biologique. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de clandestins et tout va bien? Tout va bien parce qu'à travers notre centre de surveillance, nous avons le mouvement des navires, nous avons des missions pédestres et des patrouilles, donc rien n'a été constaté. Mais c'est quoi le bilan, mon colonel, de cette première période-là? J'ai appris que les résultats que vous avez obtenus sont assez maigres. Oui, je vais vous donner les données qui sont à ma disposition. Oui, allez-y. Pour le bilan de la première édition, d'abord au niveau de la pêche industrielle, quand on prend le segment des chaluts, les chalutiers peinaient pour faire trois marées. La marée s'est sortie et rentrée. Ils peinaient à faire 3 marées et les marées duraient entre 10 et 12 jours. Mais quand nous avons fait le suivi après l'ouverture, la durée des marées est passée de 7 à 8 jours. Et ça, c'était intéressant. Et encore les débarquements, quand nous cumulons la pêche industrielle dans son ensemble, dans la période des 3 premiers mois de 2022, la production était autour de 3000 et quelques tonnes. Et au niveau de 2023, nous étions autour de 5000. Donc nous avons eu un gain qui avoisine les 40%. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. J'ai envie de demander, outre le repos biologique, le repos biologique, c'est bien, c'est d'accord, mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau au ministère des Ressources animales et halieutiques pour nous assurer à nous une certaine autosuffisance dans ce secteur-là? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut explorer d'autres voies. Mettre en place d'autres stratégies. C'est pourquoi, monsieur le ministre, depuis son arrivée, a fait adopter ce que nous appelons la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, qui dispose d'une stratégie de pêche qui permet d'abord, à travers les mesures que nous sommes en train de prendre, de relever le niveau de la production autour de 150 000 tonnes, mais également par l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons, qui également devait contribuer à la même hauteur. C'est-à-dire, en termes de disponibilité, jusqu'avant 2030, nous comptons porter la production globale autour de 280 000 tonnes. D'accord. Et cela va nous permettre de couvrir 42% des besoins contre 18%. Oui, c'est-à-dire, malgré tout ce qu'on fait, toute cette reconstitution du poisson, il ne va presque pas suffire pour nous. On sera toujours appelé à en importer. Je confirme parce que la population croît, alors que les plans d'eau ne croissent pas. C'est ça. Et donc, il faut opter pour cette aquaculture. Et je vous informe également qu'au niveau mondial aujourd'hui, l'aquaculture, la production de l'aquaculture représente 51% de la production mondiale, alors qu'en 1950, nous étions à peine à 10%. Donc, vraiment, c'est un secteur porteur qu'il faut explorer. On va donc finir, mon colonel. Je me souviens à Adiaké, on l'a vu dans l'élément que nous a proposé Victorine Yaoyoboy, on a vu le ministre en train de remettre à l'eau quelques poissons. C'est ce que vous appelez l'empoisonnement. C'est quoi le sens réel? Oui, l'empoisonnement, dans cette période de défi représenté par la pollution, est très important. Parce que vous savez, à la reproduction, le poisson passe par plusieurs stades. Au niveau du stade lavé, il y a beaucoup de mortalité à cause qu'on appelle de ces pollutions et ça impacte sur le taux de survie. Les poissons déjà empoisonnés, franchissent déjà la taille de 10 grammes et sont plus résistants au niveau des facteurs de pollution.
D'accord. Merci, mon colonel. Merci, M. Diaby. Donc, colonel Alain Kouadio, ce repos biologique donc, a pour bénéfice la reconstitution des stocks de poissons, l'amélioration des revenus des acteurs de la pêche et la préservation des emplois du secteur de la pêche. Je sais qu'il y a un partenariat qui est signé avec le Ghana qui, lui, connaît le repos biologique depuis 2016 quand même, près d'une dizaine d'années. Et cette fermeture doit s'étendre aux pays membres du comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée très prochainement. Merci, mon colonel. Merci, M. Diaby. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis et puis à la semaine prochaine.